Bref, je vais vous présenter aujourd'hui les grands événements de la guerre froide. Je commence tout de suite par les doctrines de Truman et Jdanov en 1947, qui marquent le début de la guerre froide. Alors vous avez ici un petit texte de présentation. Truman établit sa doctrine le 12 mars 1947, dans un contexte où les États-Unis s'apprêtent à aider la Grèce qui est prise dans une terrible guerre civile qui oppose les nationalistes aux communistes. Et dans sa déclaration, il annonce le futur plan Marshall, par lequel les États-Unis vont accorder des financements importants à l'Europe pour qu'elle se reconstruise, de manière à ce que la misère ne fasse pas le jeu des communistes. Alors, qu'est-ce que dit Truman dans sa déclaration ? Il dit ceci: les peuples libres de la terre attendent que nous les aidions à conserver leur liberté. Donc les États-Unis sont les champions du monde libre contre la menace qui est évidemment la menace soviétique. Il parle donc des deux modèles de la guerre froide qui sont en concurrence. Il dit l'un de ces modes de vie est fondé sur la majorité, est fondé sur des gouvernements représentatifs, sur des élections ici, et des libertés individuelles. En gros, ça c'est le modèle des États-Unis, c'est le modèle des défenseurs de la liberté. Et le second mode de vie, c'est celui où une minorité commande à une majorité, où il y a de la terreur, où il y a du totalitarisme. Ça c'est le modèle que les États-Unis doivent combattre et vont combattre. Et il demande du coup au Congrès de lui donner des financements pour mettre en place le plan Marshall. Donc cette doctrine Truman, c'est un petit peu comme une déclaration de guerre, ou en tout cas clairement les États-Unis se prononcent contre l'URSS. En réponse à Truman, on a donc Jdanov qui va répondre, lui aussi par une déclaration. Jdanov, donc c'est ce personnage-là, qui est un peu une sorte de ministre de Staline, c'est le grand théoricien, l'idéologue de Staline. Il est d'ailleurs secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Et son interprétation à lui, c'est quoi ? D'un côté, il y a le camp impérialiste dirigé par les États-Unis. À côté des États-Unis, on a les colonialistes alliés, ce sont la France et l'Angleterre. Ça, c'est le camp des antidémocratiques. Nous, on fait partie de la force des anti-impérialistes et des antifascistes, c'est-à-dire que l'URSS va défendre au contraire le monde libre contre l'impérialisme américain. Ça, c'est donc la doctrine Jdanov et ça marque le début de la guerre froide. Ensuite, on a les crises de Berlin, toujours pareil, qui marquent le commencement de la guerre froide. Alors l'Allemagne de 1945, ce n'est plus un pays, c'est un ensemble qui est divisé en 4 secteurs d'occupation, 4 zones d'occupation pour être précise. En noir, la zone d'occupation anglaise, française et américaine. En gris, la zone d'occupation des communistes soviétiques. Et Berlin, vous voyez, forme un petit îlot qui est elle-même donc divisée en plusieurs secteurs d'occupation. Un secteur occidental regroupant les Anglais, les Français, les Américains. Un secteur oriental, entre guillemets, qui est le secteur d'occupation soviétique. Donc l'Allemagne est partagée et la capitale, l'ancienne capitale nazie, Berlin, est également partagée. Et qu'est-ce que font les Soviétiques en 1948 ? Eh ben, c'est super bien représenté par cette caricature. Les Soviétiques font le blocus de Berlin-Ouest. Vous voyez, ils encerclent, ils assiègent Berlin-Ouest pour la priver de ravitaillement et la faire capituler pour que Berlin-Ouest ceux de Berlin-Ouest se rendent et qu'ainsi les Soviétiques récupèrent ce bout de territoire. Alors les États-Unis vont faire échouer ce plan de manière subtile parce qu'ils laissent de côté les plans qui prévoyaient une percée par les divisions blindées américaines pour libérer Berlin-Ouest. Ce qu'ils font, c'est simplement un pont aérien géant avec des centaines d'avions cargo pour ravitailler la ville. Et du coup, les Soviétiques, un an après, lèvent le blocus donc de Berlin-Ouest.
Vous voyez ici des lignes de ravitaillement, mais il y avait des centaines d'avions selon un schéma très très carré, très précis à respecter pour ravitailler Berlin-Ouest. On disait qu'il y avait un avion qui se posait toutes les 10 minutes. Deuxième crise de Berlin est très simple à comprendre. Les soviétiques construisent ici en rouge le célèbre mur de Berlin. Pourquoi ? Pour empêcher la fuite de millions d'Allemands de l'Est qui passaient de Berlin-Est à Berlin-Ouest pour pouvoir fuir le communisme. Du coup, ils construisent ce vaste ensemble, un mur avec des barbelés, puis même des champs de mines au bout d'un moment, pour empêcher cette hémorragie, cette fuite des Allemands de l'Est. Du coup, le président américain Kennedy conteste et dit que c'est n'importe quoi. En gros, il dit « Ich bin ein Berliner », je suis moi aussi un Berlinois, et je suis solidaire de ces Berlinois de l'Est qui sont oppressés, qui sont soumis et tyrannisés par les communistes. Ensuite, 1962, la crise de Cuba, sans doute la crise la plus célèbre de la guerre froide. Je vous ai trouvé là un extrait, l'extrait du film 13 jours de Donaldson. Dimanche matin a pris une série de clichés inquiétants au-dessus de Cuba. Notre analyse au NPIC est que l'Union soviétique a poursuivi sa politique d'accroissement des armements conventionnels à Cuba par l'introduction de missiles balistiques sol-sol de moyenne portée, ou MRBM. Actuellement, nous estimons officiellement qu'il s'agit du système balistique SS-4 Sandal. Nous ne pensons pas que ces missiles soient actuellement opérationnels. Ironbark précise que le SS-4 peut transporter une charge nucléaire de 3 mégatonnes sur une portée de 1600 km. Jusqu'à présent, nous avons identifié 32 missiles dont la maintenance est assurée environ par 3400 hommes, vraisemblablement tous des soviétiques. Nos villes et nos installations militaires du sud-est jusqu'au nord, en comprenant Washington DC, sont à portée de ces missiles. Et dans l'éventualité de leur lancement, ne disposeraient que de 5 minutes d'alerte. 5 minutes, messieurs. En 5 minutes, il pourrait tuer 80 millions d'Américains, détruire un pourcentage considérable de nos bases de bombardiers et limiter nos possibilités de représailles. Voilà, l'autre extrait, c'est pour tout à l'heure. Donc vous voyez la crise de Cuba, les soviétiques installent des missiles à Cuba et le gouvernement Kennedy fait tout pour leur faire lâcher prise. Ils font d'abord le blocus de l'île, puis finalement, après beaucoup de tensions et des négociations, ils arrivent à un accord. Les soviétiques enlèvent leurs missiles de Cuba, les Américains enlèvent leurs missiles Jupiter de Turquie, et petite récompense pour les soviétiques, les États-Unis s'engagent à ne jamais renverser le gouvernement communiste de Cuba. Donc officiellement c'est Kennedy qui l'emporte parce que le leader soviétique Khrouchtchev s'est couché entre guillemets. Après dans la réalité on va dire que les soviétiques obtiennent plus de contrepartie que les Américains.